2% de hausse, un indice des prix médiocre en octobre. 5 ans après, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse de nouveau à l'Assemblée. Jacques Chirac votera contre le projet de loi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Chinois à Moscou, c'est un raccourci un peu rapide pour vous dire que les athlètes chinois participeront l'année prochaine aux Jeux Olympiques qui, vous le savez, doivent se dérouler dans la capitale soviétique. Ceci parce que depuis 2 heures, le Comité international olympique a réadmis en son sein le Comité olympique chinois par 62 voix contre 17. Les Chinois reviennent ainsi en force dans le mouvement olympique après 21 ans d'absence. Alors pourquoi 1 milliard d'habitants étaient ainsi tenus à l'écart des compétitions internationales du plus haut niveau? Eh bien tout simplement parce que la place était prise jusqu'alors par Formose. Formose que le CIO somme maintenant d'accepter la relégation à un rang de comité régional. De plus, les autorités olympiques lui demandent d'abandonner son drapeau et son hymne national. Formose n'a guère le choix, sinon c'est l'exclusion pure et simple du mouvement olympique. Nous verrons donc les Chinois à Moscou et dès cet hiver à Lake Placid. Mais pour autant, il ne faut pas s'attendre à des performances exceptionnelles, sauf en de rares domaines. Plus de 30 millions de licenciés, c'est la principale force du sport chinois. Une marée qui risque dans l'avenir de bouleverser la hiérarchie du sport mondial. Car les Chinois ont préparé ce retour dans le giron olympique. En octobre, ils ont organisé notamment leurs 4e Jeux nationaux depuis leur révolution. Une revue d'effectifs un peu décevante avec un seul record du monde battu, le tir au pigeon féminin. Les dirigeants chinois ont décidé d'envoyer à Moscou 300 athlètes qui auront donc la possibilité de se situer au niveau international. Ce sera aussi pour la Chine l'occasion de s'affirmer grâce au sport. Bien sûr, à Lake Placid, les Chinois n'ont que peu de chances de briller. À Moscou, pour les Jeux d'été, ce sera différent. Ainsi, en gymnastique, ils peuvent remporter des médailles. D'ailleurs, à ce sujet, nous en saurons plus dimanche, lors des championnats du monde à Dallas. En tir, escrime et haltérophilie, les Chinois seront également compétitifs. Pour l'athlétisme et la natation, les 2 sports vedettes, c'est en revanche l'inconnu. Toutefois, il est possible qu'un athlète chinois réussisse un exploit. Car il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, Ni Shichin battait le record du monde du saut en hauteur avec 2,29 m. Moscou sera donc un test pour le sport chinois qui pourrait accueillir en 88 les Jeux dans ce stade des ouvriers de Pékin. La Chine aux Jeux, un nouveau péril jaune. Si on veut. Si l'on est encore dans l'incertitude sur les performances des Chinois à Moscou, on sait déjà le temps qu'il fera à ce moment là-bas, dans la capitale soviétique. Selon la météo russe, qui prend beaucoup de paris, le temps sera frais et sec avec beaucoup de vent, donc pour juillet-août. Iran, toujours pas de développement spectaculaire malgré la mission du parlementaire américain George Hanson qui a pu rencontrer les otages que voici. Ils sont, vous le savez, une quarantaine. La Maison-Blanche s'est d'ailleurs déclarée opposée à la mission personnelle entreprise par le représentant en estimant qu'il risquait de prolonger la détention des otages. Toutes ces initiatives individuelles, dit la Maison-Blanche, risquent de donner aux autorités iraniennes des idées fausses sur les intentions du gouvernement américain. Et puis pendant ce temps, l'ayatollah Khomeini lançait un nouvel appel à la préparation de la guerre sainte qui doit être engagée, a-t-il dit, sur le plan religieux, financier et militaire. Toutes ces déclarations sont bien sûr de nature à aggraver la tension dans cette région du monde et c'est la raison pour laquelle nous avons interrogé un spécialiste britannique des problèmes stratégiques. C'est une situation sans précédent. Il y a à l'Iran des autorités qui ne sont pas des autorités. On ne sait pas avec qui négocier, avec qui parler, sur qui mettre la pression. Donc on se trouve devant un pays dans le chaos. C'est précisément ce problème-là, on ne peut pas parler, on ne peut pas dialoguer, négocier, qui rend la situation si imprédictible. Mais essayons de comparer le degré d'intensité de cette crise avec d'autres crises. Par exemple Cuba en 1962 ou le Proche-Orient en 1973. Est-ce que là, on était plus près d'une guerre qu'aujourd'hui ou est-ce le contraire? On était moins près d'une situation très dangereuse parce que des 2 côtés, il y avait des gens qui étaient dans leur propre définition, des gens rationnels. Donc, il était un élément de prédictibilité qui est nécessaire pour le conflict management. Dans la situation actuelle, c'est ça qui manque. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de ne pas paniquer, de continuer la pression, mais de ne pas faire dans un sens, de la part des Américains, qui ferme la porte pour retirer.
On se trouve devant un pays dans un état de chaos. On a l'intérêt de libérer les otages. On n'a pas intérêt à déclencher une guerre. Mais C'était Christophe Bertrand, qui est directeur de l'Institut des études stratégiques. Et la guerre sera le thème de Question de temps, notre magazine, qui suit ce journal à 20h35. Donc, Question de temps animé par Louis Berriot et Georges Bortoli, appuyé par les témoignages de très nombreux spécialistes et correspondants du monde entier. Edgar Pisani, Michel Poniatowski, Albin Chalandon et le général Walters, en direct de Washington, seront parmi ces invités. Et puis pour être tout à fait complet avec le dossier iranien, il faut y ajouter la prudente condamnation chinoise de la prise d'otage de l'ambassade américaine. Voilà 3 semaines que Pékin se taisait. 2 télégrammes de l'étranger encore. D'abord la confirmation qu'il n'y a aucun survivant dans l'avion pakistanais qui s'est écrasé en Arabie Saoudite. Tous les membres d'équipage et 155 pèlerins qui revenaient de la Mecque ont donc ainsi trouvé la mort pour une raison inexpliquée. On exclut quand même pour l'instant un attentat qui serait en relation avec la prise de la mosquée de la Mecque, prise qui n'est toujours pas terminée. Et puis sachez que les autorités turques craignent un attentat contre le pape qui arrive dans 3 jours à Istanbul. L'assassin présumé d'un journaliste s'est évadé de prison et il a écrit aux journaux son intention de tuer Jean-Paul II. Les affaires françaises maintenant, avec tout d'abord la hausse des prix pour le mois d'octobre, une hausse bien forte, 1,2%. Très moyen, dit le ministre René Monory. On a envie de dire très médiocre, Philippe Sassier. Oui, vous savez, l'indice des prix du mois d'octobre n'est jamais bon en cause des loyers. Et puis on va le voir tout à l'heure, l'inflation s'est accélérée dans le monde occidental depuis quelques mois. Alors, en France d'abord, 1,2%. Les prix dans l'industrie ont augmenté de 1,2%. Alimentation, de 1%, pardon. C'est l'alimentation qui est 1,2%. Il y a actuellement une tension sur les prix alimentaires et qui inquiète certains des spécialistes. Et ce sont les services avec 1,3% qui ont en quelque sorte le ruban bleu de l'inflation, notamment à cause des loyers. D'une façon générale, les services augmentent assez rapidement. Donc ceci pour le mois d'octobre. Ceci pour le mois d'octobre. Maintenant, si vous le voulez bien, on va regarder entre janvier et octobre de 79 de combien l'inflation s'est accélérée dans le monde. Alors ces chiffres-là ne sont pas les chiffres de la hausse des prix, c'est ce qu'il y a de supérieur par rapport au rythme qui était enregistré en 1978. Voyez-vous, les États-Unis, eh bien la hausse des prix est de 3,1% supérieure à 1978, toujours entre janvier et octobre. En Allemagne fédérale, de 3,4%. En France, 1,6%. Ceci est pas mauvais, ça signifie que le rythme des prix en France ne s'accélère pas aussi vite qu'ailleurs. Oui, mais bon, la France partait de plus haut quand même. La France partait de plus haut, c'est exact. L'Italie, 6,3% sont quand même des choses qui sont assez inquiétantes. Et ça veut dire que l'an prochain, il y aura toujours des tensions sur les prix qu'il faudra essayer de supprimer. Il y avait quand même une bonne nouvelle sur le bureau de René Monory et de Jean-François Degnaud. La 3e place que la France a chippée aux Japonais en matière de commerce, d'exportation. Oui, l'exportation, effectivement, vous savez que pour l'instant, on n'arrive quand même pas, en vendant des produits Made in France, à payer complètement notre facture pétrolière. On la paye grâce à des exportations qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est le tourisme, ce sont les assurances, etc. Mais enfin, regardez, les exportations de la France en 1973, un peu plus de 62 milliards, 162 milliards et demi très exactement. En 79, on va atteindre, c'est un chiffre de prévision, 417 milliards. Voyez-vous, on a quand même fait des progrès assez... 3, oui. Alors maintenant, voilà le palmarès. Hein, la médaille d'or aux États-Unis, près de 16 milliards, ce sont des dollars. Hein. Pour les 16 milliards, oui, pour ces 3 mois, août, septembre, octobre, en exportation. L'Allemagne fédérale vient juste derrière les États-Unis, voyez-vous, les Allemands exportent très très fort, 14,7 milliards, toujours en dollars. Et la France, voyez-vous, ça juge la médaille de bronze, ils sont quand même loin, les Français sont quand même loin derrière les Allemands, enfin, près de 9 milliards, et nous battons d'une courte tête, dirait Pierre de Brest, les Japonais avec 8,8 milliards. Petite satisfaction. Petite satisfaction. Sachez aussi que, puisque nous parlions prix, les pneus ont augmenté à partir d'aujourd'hui chez Michelin et à partir du 10 décembre chez Kléber-Colombe d'à peu près 5%, y compris les pneus rechappés. Raymond Barre, qui recevait ce matin André Bergeon, lui a dit que l'on s'acheminait vers un taux d'inflation de 11,2, 11,3 pour cette année, mais qui ne devrait pas dépasser les 10% l'an prochain, sauf accident imprévisible. Il lui a par ailleurs confirmé que par décret, on allait se diriger vers les 46 heures maximum de travail par semaine, 46 au lieu de 48. Raymond Barre qui venait de se rendre au chevet de son ministre du Travail, Jean Matteoli, hospitalisé, comme le Premier ministre il y a 10 jours, au Val-de-Grâce, à la suite, vous le savez, d'un infarctus, hier après-midi, à son domicile parisien. L'intérim de M. Matteoli n'est pas prévu pour l'immédiat.
Jean Mattéoli, du fond de son lit, aura quand même pu se réjouir de la reprise du travail ce matin chez Alstom. La mission de son médiateur, Roger Salmon, y est un peu pour quelque chose. Henri Gallet a vécu avec une équipe d'Antenne 2 la reprise du travail au terme de 2 mois de grève à Belfort. Vous allez voir qu'il se dégage de ce reportage une atmosphère très particulière. En Coupe de France, ce dimanche, le stade municipal belfortain recevait Saint-Claude. Des tribunes clairsemées pour assister à la victoire de l'équipe locale 2-0 face aux Jurassiens. En reprenant le chemin du stade, Jean-Claude Regnault retrouvait un peu de ses habitudes passées. Jean-Claude Regnault, marié, 2 enfants, ouvrier tuyauteur sur turbine à l'Alstom. Son salaire, 3200 francs par mois, après 17 années passées dans l'entreprise. Demain matin, il reprendra son travail. La grève aura duré 58 jours. On a eu beaucoup de contacts humains, des personnes qu'on rentrait tous les jours au boulot avec, qu'on ne se causait pas du tout, des voisins qu'on ne connaissait pas du tout. Maintenant, ça ne sera plus comme avant, certainement. Je trouve que mon papa a bien fait de faire la grève parce qu'il s'est défendu pour notre avenir. On avait fait des projets, point de vue vacances, fin d'année et pour l'habillement des enfants aussi. Mais il y a une bonne solidarité envers notre famille. On a été beaucoup aidés. Rentrés tous unis par la grande porte. Ce lundi matin à 7h, c'était le sentiment de Jean-Claude Regnault et de tous les grévistes d'Alstom. Ici, personne n'a oublié l'origine du conflit, quand il y a 2 mois, la direction avait décidé d'offrir une gratification à ses travailleurs pour fêter le centenaire de l'entreprise. 100 ans de travail et au choix, une bouteille de cognac, une montre, un stylo ou une médaille. Dans l'usine, les ouvriers et employés sont décidés à ne plus courber la tête, à ne plus être considérés comme des bêtes à produire, et ils sont décidés à se faire respecter. La grande masse des cadres a pris la même résolution de ne plus subir passivement l'autoritarisme d'un autre siècle, d'une direction méprisante. 2 mois sans salaire, c'est plus de 60 millions de francs perdus par les 7500 employés d'Alstom. Perdus aussi pour l'économie belfortaise. C'est un peu à tout cela que pensaient les ouvriers ce matin quand les portes de l'usine se sont ouvertes. C'est pas trop dur d'en prendre aujourd'hui? Ah non, je pense que c'est quand même une belle rentrée, on rentre la tête bien haute, hein, on rentre pas la tête basse, et le combat continue à l'intérieur de notre usine. Le plus dur conflit qu'ait connu Alstom à Belfort se termine. Il faudra au moins 15 jours pour que l'usine retrouve son rythme de production. Demi-succès, demi-échec, par le biais du ministre du Travail, la direction a été contrainte de faire des concessions. Salaire minimal de 2645 francs, programmation du 13e mois sur 4 ans, jours de congés supplémentaires. Mais de la vie générale, ce qui a compté le plus dans ce bilan, c'est l'évolution des rapports humains. Les ouvriers, cadres, ingénieurs ont appris à se connaître. 2 mois de grève ont fait plus que 10 ans de travail. Et rien ne sera plus comme avant. Voilà donc un conflit qui se termine. En revanche, toujours la même résolution chez les aiguilleurs du ciel. Le mouvement se poursuit aussi dur qu'auparavant et sans doute même jusqu'à vendredi. Voilà donc l'exemple de 2 conflits globaux et personnels entre direction et personnel. Relèvement du plafond du livret A des caisses d'épargne, il était de 41 000 francs, il sera désormais de 45 000 francs. Vous ne le savez peut-être pas, mais 40 millions de Français sont titulaires de ce type de livret, 25 millions pour les caisses d'épargne dites de l'écureuil et 15 millions pour les postes. La politique maintenant, avec tout d'abord la préparation du débat sur l'avortement, demain à l'Assemblée, ce que les textes administratifs appellent l'interruption volontaire de grossesse, débat rendu nécessaire par l'aspect provisoire de la loi votée il y a 5 ans. Le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, a été adopté par le Parlement en décembre 1974 pour une période de 5 ans, à l'essai en quelque sorte. Il est donc nécessaire aujourd'hui de voter à nouveau la loi, peut-être avec quelques modifications, pour la reconduire cette fois définitivement. La loi de 1974 prévoit la possibilité pour une femme de recourir à l'IVG pendant les 10 premières semaines de sa grossesse,
L'intervention doit être obligatoirement pratiquée par un médecin qui, lui, a la possibilité de refuser. L'IVG doit avoir lieu dans un hôpital public ou dans un établissement privé reconnu. Enfin, le médecin doit nécessairement donner un délai de réflexion de 8 jours à sa patiente. Passé ce délai, la femme doit lui confirmer par écrit sa volonté d'avorter. La notion clé de la loi de 1974, c'est la notion de détresse dans laquelle se trouvent certaines femmes enceintes. Le législateur a cru bon d'ajouter à l'époque « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité. » L'interruption volontaire de grossesse n'est donc pas un moyen de contraception et surtout ce n'est pas un droit, ce qui explique qu'elle ne soit pas remboursée par la sécurité sociale, exception faite pour 10% des femmes qui ont pu bénéficier de l'aide médicale gratuite. Depuis 1974, le nombre des IVG a eu tendance à se stabiliser. Il y en a eu 149 000 en 1978. Mais ces chiffres qui ne tiennent pas compte des avortements thérapeutiques ne tiennent toujours pas compte non plus des avortements clandestins. Donc pour le dossier sur le plan politique, Daniel Brem, Jacques Chirac a fait savoir qu'il ne voterait pas, par un communiqué, il a fait savoir qu'il ne voterait pas ce texte, un texte qu'il avait pourtant appelé à voter il y a 5 ans. Alors, il faut dire que c'est dans un climat un peu particulier. Oui, en novembre 1974, le climat à l'Assemblée, souvenez-vous, était extrêmement fiévreux et passionné. Et M. Chirac, qui était alors Premier ministre, n'avait pas eu à voter ce texte, pas plus que les ministres, puisque c'est la tradition. Mais il avait encouragé Mme Veil à défendre ce texte et la majorité à le voter. Et pourtant, cette lettre de Jacques Chirac, pour les téléspectateurs d'Antenne 2, n'est pas une surprise, car souvenez-vous, à carte sur table, le 2 avril 1979, il y a à peu près 8 mois, Jacques Chirac disait déjà ce qu'il dit aujourd'hui, à savoir que la loi qui avait été prévue pour les cas de détresse était considérée maintenant comme un moyen de contraception comme les autres, et que donc il ne la voterait pas, et que du reste, il y a 5 ans, il avait déjà essayé de l'infléchir. Alors, M. Chirac a bien dit ce matin que sa prise de position était uniquement à titre individuel. Est-ce que vous pensez qu'elle peut quand même influencer les autres députés RPR? Écoutez, les positions sont déjà tellement tranchées que je ne crois pas qu'elle les change. Mais en revanche, je crois quand même qu'il faut souligner l'éclat que Jacques Chirac a donné aujourd'hui à son vote négatif. Sa prise de position intervient au lendemain de ce qu'a dit le président de la République, à savoir que cette loi était à caractère, à objectif clairement social, qu'elle était prévue pour les femmes en détresse et qu'elle ne devait en aucun cas inciter à l'avortement. Alors, plusieurs ministres dans les couloirs m'ont dit ce qu'on peut craindre, c'est que cette prise de position qui fasse passer un vote de conscience, une sorte de vote personnel sur un plan politique. Et là, évidemment, la discussion sera rendue beaucoup plus difficile et beaucoup plus délicate. Or, elle n'est déjà pas tellement commode. Bien sûr, ça c'est pour le RPR. Du côté des 3 autres partis, les positions sont déjà acquises. Oui, je pense qu'il y aura entre 40 et 45% de votants pour à l'UDF. Vous savez qu'il y a liberté de vote et liberté de discours dans la majorité. En revanche, dans l'opposition, les communistes et les socialistes voudraient qu'on assouplisse beaucoup le texte. Mais plutôt que de le voir disparaître, l'épée dans les reins, en grognant, je crois qu'ils voteront. Bien, on vous retrouve donc demain, Daniel Brem, pour le début de ce débat sur l'avortement. On vous retrouve à un horaire inhabituel car le journal aura lieu à 19h30 et non pas à 20h. 19h30 puisque à 20h, vous retrouverez le président de la République qui sera questionné par Jean-Pierre Elkabbach, Alain Duhamel et Gérard Saint-Paul. Adolfo Suarez est arrivé ce matin en France. Le chef du gouvernement espagnol est accompagné de 5 ministres, ce qui prouve l'importance qu'il attache à cette visite. Les relations franco-espagnoles sont le résultat d'un curieux mélange de bon voisinage et de malentendus. La visite d'Adolfo Suarez permettra peut-être de lever certaines équivoques, notamment celles qui pèsent sur la demande d'adhésion espagnole au marché commun. Adolfo Suarez, le Premier ministre espagnol que M. Raymond Barre accueillait ce matin à Orly, est probablement l'homme politique le plus secret de son pays. Un leader qui a tramé l'essentiel du processus démocratique entre les 4 murs de son bureau, un chef de parti qui se montre à peine pour les campagnes électorales, qui ne distille ses interviews qu'au compte-gouttes, en quelque sorte une énigme pour ses propres concitoyens. En se rendant aujourd'hui à déjeuner à l'Élysée, Adolfo Suarez a honoré avec 1 an de retard une invitation que Valéry Giscard d'Estaing avait lancée il y a 18 mois à Madrid. Quelles que soient les raisons qui aient poussé les Espagnols à tarder à y répondre, elles n'ont pu qu'alourdir un climat franco-espagnol déjà peu détendu.
À Madrid, par exemple, on a parfois assez vivement reproché au gouvernement français une certaine passivité vis-à-vis des terroristes basques qui trouvent refuge du côté français de la frontière au Pays basque. D'autre part, l'Espagne, qui frappe à la porte du marché commun, trouve sur la route de Bruxelles les intérêts français. Car si sur le plan des grands principes, Paris se réjouit de l'admission prochaine de l'Espagne au sein du marché commun, les choses deviennent beaucoup plus difficiles dès qu'il s'agit d'aborder les problèmes concrets. Or, avec M. Raymond Barre, c'est bien de problèmes concrets que l'on est venu parler. M. Suarez est accompagné de 5 ministres, ceux qui sont en charge des dossiers les plus polémiques, commerce et agriculture notamment. Plaider le dossier européen avec succès, c'est par exemple arriver à lever les inquiétudes que l'entrée de l'Espagne dans le marché commun fait naître chez les spécialistes français des productions méridionales, chez les vignerons du Midi par exemple, qui n'ont pas tort de redouter la concurrence des grandes régions viticoles espagnoles où l'on fait du vin en quantité importante, du bon vin et où exporter est le souci numéro 1. Reste que ces conversations, les premières du genre entre les deux gouvernements, ne devraient déboucher sur aucun engagement. Il s'agit en quelque sorte de faire secteur par secteur l'inventaire des points de friction entre la France et l'Espagne. Ce n'est qu'après que la négociation pourra s'engager. Ouverture demain à Paris du procès de Jean Fabre, de nationalité française. Jean Fabre est, vous le savez, président du Parti radical italien. Il comparaîtra demain devant le tribunal permanent des forces armées pour insoumission. Jean Fabre est en prison depuis 1 mois. Il est passible d'une peine allant de 2 mois à 1 an de prison. Alors cette récente affaire des objecteurs de conscience de l'ambassade de Belgique et également l'insoumission de Jean Fabre jette la lumière sur un statut mal connu. Alors voilà 2 termes qui se recouvrent et qui pourtant ne sont pas l'expression de la même réalité, Paul Lefebvre. Oui, c'est-à-dire objecteur de conscience et insoumission sont en effet 2 notions que l'on a tendance à confondre. Alors, il faut rappeler que l'objection de conscience est un droit reconnu à chaque citoyen français par une loi du 21 décembre 63 et par certains articles du Code du service national, je vous passe les références. Droit que peuvent faire valoir, dit le texte, les jeunes gens qui, avant leur incorporation, se déclarent opposés en toutes circonstances à l'usage des armes, et ce en raison de convictions religieuses ou philosophiques. Alors la procédure est la suivante. Dans les 30 jours qui suivent l'appel de son contingent, l'objecteur doit adresser une demande au ministre de la Défense qui la transmet à une commission composée d'un magistrat qui préside la commission, de 3 militaires et de 3 personnalités désignées par le Premier ministre. Si la commission prend en considération les raisons de l'objecteur, celui-ci accomplit un service civil de 2 ans, c'est-à-dire le double du service militaire, dans une activité d'intérêt national telle que l'Office national des forêts ou le service hospitalier par exemple. Alors, il y a en France assez peu d'objecteurs de conscience. En 78, sur 300 000 appelés, il y a eu 1030 demandes et 980 cas acceptés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de publicité à ce statut? Non, on ne doit pas faire de publicité à ce statut. Mais enfin, parce que l'information que nous donnons actuellement, ça n'est pas la publicité. Hein. Bon, ou alors, je serai traduit devant un tribunal, ça sera parfait. L'insoumission, donc, est le 2e terme. L'insoumis est celui qui ne se présente pas à l'incorporation, qui ne veut pas se présenter à l'incorporation. Alors les insoumis se partagent en 2 cas, et c'est intéressant de voir que les juridictions ne sont pas les mêmes. Les objecteurs à qui la commission a dit non, a refusé, et qui ne se, présentent pas, sont poursuivis par des tribunaux civils et sont passibles d'une peine allant de 2 mois à 1 an de prison. Et ceux qui n'ont rien demandé, qui ne se sont pas présentés et qui sont poursuivis par les tribunaux militaires, cette fois, sont également passibles de 2 mois et d'1 an de prison. Et vous allez voir que leur nombre n'est pas très important, puisqu'en 78, ce sont les derniers chiffres connus, il n'y a eu en France que 331 insoumis condamnés. Donc Jean Fabre, qui sera peut-être condamné demain, nous le verrons. En tout cas, vous allez suivre ce procès pour nous et nous vous retrouverons à 19h30, une fois encore, je le rappelle. La fusée européenne enfin opérationnelle, elle porte, vous le savez, un nom français, Ariane. Il y avait encore un petit problème pour le 3e étage de cette fusée. Il a été résolu aujourd'hui. Le premier lancement d'Ariane aura lieu le 15 décembre, si tout va bien. Et fin mai, elle pourra envoyer son premier satellite dans le ciel. Prix littéraire suite, pas de surprise aujourd'hui pour le Médicis et le Femina. Les favoris ont en effet gagné. Le Médicis revient à Claude Durand pour La Nuit zoologique. Et Pierre Moineau a reçu le prix Femina avec Le Guetteur d'ombre. Étrange livre que celui de Pierre Moineau, fourmillant de symboles, c'est une manière de quête d'une paix intérieure que notre société nous empêche de trouver. C'est aussi la découverte de la nature par un homme surmené. Bref, il s'agit à la fois d'une histoire romantique et d'un roman de société. Un roman de société dans la mesure où justement mon personnage fuit la société.
Et il la connaît bien puisque c'est un rédacteur en chef d'un grand quotidien, qui voit à la fois et chaque jour le grand dérèglement des affaires du monde et qui ne peut pas y trouver une réponse satisfaisante. Et puis aussi, c'est un roman de solitaire, puis c'est un homme qui s'en va dans une forêt pour essayer de trouver un certain nombre de réponses à des questions qui se posent depuis très longtemps, ou pour essayer de déterminer les questions qui n'ont pas de réponse. Parce qu'il n'y a que la nature qui pose les vraies questions et qui apporte les vraies réponses. Il n'y a pas que la nature qui pose les vraies questions, puisque c'est nous qui nous les posons. Mais en tout cas, je pense, et profondément, que lorsqu'il y a des vraies réponses, on peut les trouver dans la nature, oui. Est-ce que vous pensez que le monde d'aujourd'hui, tous les gens qui vous entourent, qui nous entourent, ont la possibilité, comme votre héros, de s'enfoncer dans la forêt profonde pour vivre des espèces d'initiation? Non, s'enfoncer, ça dépend. Si vous prenez la forêt dans sa signification symbolique, oui. Je crois que chacun de nous peut, à un certain moment de sa vie, si son existence n'est pas si dure qu'il puisse y ménager un certain moment de réflexion, peut s'enfoncer dans sa propre forêt. Pour faire le point. Pour y trouver ses propres réponses. Le prix Médicis étranger a été attribué à l'écrivain cubain Alejo Carpentier pour La harpe et l'ombre. Claude Durand, le lauréat du Médicis français, sera l'invité d'Hervé Claude à 23h30. Marcel L'Herbier est mort aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Celui qui avait fondé la Cinémathèque française avec Henri Langlois et qui fut le premier directeur de l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, avait, à partir des années 20, Claude Jean-Philippe, vraiment profondément influencé le cinéma français. Oui, et on peut dire qu'il a vécu suffisamment pour voir revenir à lui un certain nombre de jeunes cinéphiles après une période où ces films ont été un peu oubliés. Il a eu la chance de vivre suffisamment pour voir revenir à lui des gens très admiratifs, en particulier effectivement de sa période des années 20, avec surtout L'Argent, qui est un très 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 grand film, L'Inhumaine. C'était sa période du muet. Il a été à cheval aussi sur le muet et le parlant. Ah oui, il a fait 50 films. C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qu'on peut définir tout simplement comme étant un des cinéastes de l'âge d'or. Je veux dire que pour nous, cinéphiles, la mort de Marcel L'Herbier représente quelque chose comme la mort de cet âge où un metteur en scène très jeune, il a débuté à 20 ans et à 25 ans, il dirigeait les foules de l'Argent devant la bourse de Paris. Il arrivait à faire avec des images, avec une caméra, de la pellicule et des milliers de figurants, il arrivait à faire quelque chose qui était de l'ordre de l'opéra visuel. Et on sait qu'il a été à l'origine du lancement de la carrière de beaucoup d'acteurs. Oui, il a et puis il a. Marais, c'est ça. Et puis il a aussi fait venir au cinéma des quantités de gens qu'il admirait, des musiciens, des décorateurs, des architectes. Et si on regarde le générique de L'Inhumaine, par exemple, on trouve Paul Poiret, qui était le grand couturier de l'époque, on trouve Mallet Stephens, qui était le grand architecte de l'époque, on trouve Fernand Léger, qui venait construire des décors exactement comme il aurait peint une toile sur le plateau. S'il ne faut retenir qu'un seul film, lequel vous gardez? L'Argent, certainement, mais lui tenait à toute son œuvre. Je vous remercie. La météo maintenant, le temps était couvert de la Bretagne aux Ardennes avec des pluies et des vents assez forts. Demain, et bien sûr les régions de la Haute-Normandie, sur l'Alsace et sur le Jura, le temps sera doux avec de nombreux nuages qui amèneront parfois, vous le voyez, la pluie. Sur le reste du pays, après dissipation des brouillards matinaux, comme on dit, du soleil avec quelques petits passages nuageux plus nombreux au nord de la Loire. Au prochain rendez-vous avec l'information tout d'abord ce soir, Hervé Claude à 23h30, demain à 12h45, antenne de midi, qui sera présentée par Daniel Bilalian au cours de cette émission, la suite du débat public que nous avons lancé depuis 10 jours maintenant sur le problème nucléaire. Et à ce propos, la direction de l'EDF a démenti cet après-midi l'existence d'une fissure sur une tubulure à la centrale nucléaire de Dampierre 2. C'est une affirmation qui avait été évoquée dans l'une de nos auditions publiques de ce journal d'antenne de midi à 12h45. Avant de refermer tout à fait ce journal, je voudrais vous parler à nouveau des Chinois puisque nous avons ouvert sur eux. Eh bien, sachez qu'ils ont déjà gagné une médaille. Ils viennent en effet de découvrir le secret de la longévité. Alors, si vous voulez vivre centenaire, il paraît qu'il faut manger peu, boire peu, c'est évident, faire un travail pénible, ça paraît moins évident, et surtout
être optimiste, c'est ce qu'a révélé aujourd'hui l'agence Chine Nouvelle. Voilà, je vous quitte. Je laisse passer une petite page de publicité car après, vous allez le voir, dans question de temps, nous ne serons pas du tout optimistes. Bonsoir à tous, à demain 19h30, n'oubliez pas, 19h30 et pas 20h.